Abdourahmane, âgé de 20 ans, habite le quartier Maroc dans la commune de Yopougon. Électricien en bâtiment, il est cloué au lit depuis 5 jours, contrairement à ses habitudes. Le jeune homme souffre de nombreuses blessures. Il fait partie des victimes de l'effondrement du pont de fortune installé dans le quartier. J'étais descendu du boulot et je me dirigeais vers chez moi, pour rentrer à la maison. Maintenant, j'ai eu à passer sur le pont. Maintenant, devant moi, il y avait une jeune fille avec une vieille. Comme elle marchait lentement, donc je marchais à l'air. Donc, tout soudainement, je vois le pont s'écroule. Et je me suis retrouvé dans l'eau. J'ai essayé de me débattre pour sortir. Dame Logossan, mariée et mère de 4 enfants, est aussi mal en point. La journée du samedi 21 novembre reste un mauvais souvenir pour elle. J'ai quitté au marché, il pleuvait, il voulait venir à la maison à côté des enfants. C'est là que j'ai traversé le pont là. Quand j'ai fini de traverser le pont là, j'ai croisé la vieille là, qui descendait dans Woro Woro. C'est ça, il m'a dit, ma fille, il faut m'aider. J'ai traversé. C'est là au milieu des ponts là, arrivé là-bas, derrière là, c'est soulevé. C'est là on a descendu dans l'eau. Et puis l'eau l'a partait avec nous. Selon les victimes et les témoins présents sur les lieux du drame, la 3e victime serait restée sous les eaux. Elle aurait été retrouvée morte 2 jours plus tard. La vieille m'a dépassé, il ne pouvait pas l'attraper. C'est lundi, les gens du 16e là sont venus me chercher, qu'ils ont trouvé un corps à un coin là-bas, qu'ils d'aller confirmer si c'est la vieille là. C'est là on est parti, j'ai dit c'est la vieille là. Hier, les policiers nous ont appelés, on nous a montré réellement le pain qui était sur la femme. On a trouvé c'est le même pain, c'est la même femme. Mais nous, on ne savait pas qu'elle était morte. C'est hier, c'est les policiers qui nous ont dit c'est elle. Les autorités municipales, tout en déplorant ce drame, disent ne pas être informées officiellement de ce décès. Nous, mairie, aucune population n'est venue nous dire qu'on a retrouvé un corps dans le canal dont les eaux se déversent dans la lagune. Le directeur technique de la mairie de Yopougon rassure les populations quant à la livraison du nouveau pont dans un bref délai. Pratiquement les travaux sont achevés. Le chantier sera ouvert au public au plus tard le 5 décembre. La fin des travaux est prévue pour le 5 décembre prochain selon les responsables de la mairie. Les populations du quartier Maroc de Yopougon sont tout de même inquiètes en traversant la parcelle aménagée pour elles par l'entreprise en charge de la construction du pont. C'est dans le cadre de la mise en commun des compétences que le réseau Habitat et Francophonie a initié cette rencontre sur le financement du logement social. La rencontre s'adresse aux autorités publiques, à la société civile et aux chercheurs ivoiriens à travers diverses problématiques. Il s'agit d'identifier en quelque sorte les fondamentaux qui permettent le développement d'un marché du logement et d'un secteur du logement social, au rang desquels l'accès aux fonciers et aux terrains constructibles, avec les infrastructures de base, les règles relatives aux titres de propriété, aux garanties qu'ils ouvrent, aux mutations immobilières, les règles d'aménagement du territoire et urbanistique, un secteur bancaire et financier établi, les règles en matière de crédit aux entreprises, de crédit hypothécaire, de défaut de paiement, de saisie immobilière. Ce n'est pas un simple débat d'idées que le réseau propose aujourd'hui. Il en appelle surtout à des réponses concrètes. Le réseau alerte les pouvoirs publics sur la nécessité d'élaborer une feuille de route pour le financement du logement abordable. En ce qui concerne donc le financement, nous avons initié des réformes pour baisser le taux d'intérêt bancaire du crédit acquéreur, qui naguère aussi entre 15% et 18%. Aujourd'hui, ce taux va être plafonné à 5,5%. Au total, le gouvernement maîtrise les leviers d'accélération du programme de production de logements socio-économiques. Pour les 5 prochaines années, le gouvernement envisage de réaliser 250 000 logements sociaux. Le réseau Habitat et Francophonie, une association dont la vocation est d'aider à la mise en œuvre des politiques d'aménagement urbain, se déclare prêt à appuyer la Côte d'Ivoire. Hier encore, je recevais un courrier d'une maman dénonçant un viol sur sa fille de 5 ans, dont l'auteur serait un jeune mécanicien de 38 ans. Il est donc grand temps que toutes les formes de violence soient bannies
Car l'harmonie de la famille est brisée par cette pratique honteuse, humiliante, rétrograde et parfois même dégradante aux conséquences toujours désastreuses. Comment mettre fin à ces violences? Depuis le 25 novembre, une vaste campagne de sensibilisation est lancée. Marches, conférences et autres rencontres sont menées pour dire non aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Pour nous, c'est pas bien d'aller dans les bureaux, de nous retrouver dans des salles pour nous asseoir et parler de la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est une lutte normalement qui sollicite la participation de tout le monde. Et nous voulons leur lancer donc un appel par nos messages qui sont sur les banderoles, mais que nous portons aussi sur les t-shirts. Abidjan, Bouaké, Gagnoua et Korogo, des villes choisies pour mener la sensibilisation afin de dénoncer et punir les coupables de violences. 16 jours d'activisme pour faire changer les mentalités. À partir du moment où on sensibilise à ne pas violenter ces catégories de personnes-là, et que par la suite les acteurs politiques prennent en compte les mesures qui sont prises, et que le citoyen lui aussi les applique, je pense que la société ne peut que mieux se porter. Cette sensibilisation, cette lutte va permettre disons, organiser cette société et puis permettre aux hommes et aux femmes de pouvoir mieux se responsabiliser. Pour la circonstance, la couleur orange a été choisie pour symboliser un avenir meilleur, sans violence à l'encontre des femmes et témoigner de la solidarité envers celles ou ceux qui en sont victimes. Aux Émirats, le pétrole est roi, l'empreinte carbone par habitant est l'une des plus élevées au monde. Mais les autorités veulent anticiper sur la chute de leurs principales ressources. Elles ont lancé il y a 10 ans le projet Masdar pour la promotion des énergies renouvelables. Au milieu des panneaux solaires, Nicolas Calvet développe par exemple de nouvelles techniques de conservation d'énergie. Donc actuellement, nous avons un projet avec une start-up de Norvège qui s'appelle Energy Nest et nous testons pour la première fois au Moyen-Orient un système de stockage qui utilise un béton spécial qui permet de stocker l'énergie thermique jusqu'à 400 degrés. Les Émirats disposent de près de 6% des réserves d'or noir au monde et de 3% des réserves de gaz. Mais ils ont déjà prévenu qu'ils livreraient leur dernière cargaison en 2050. Et grâce au projet Masdar, ils cherchent par exemple à faire baisser leur dépendance au gaz dans leur production d'énergie de 90 à 70% en 2020. Les Émirats sont devenus le seul pays de l'OPEP qui non seulement exporte du pétrole, mais aussi des énergies renouvelables avec nos projets d'éoliennes à Londres ou du Gema Solar en Espagne. Le projet Masdar comprend un institut de recherche, une cité écologique en construction, mais sert aussi à investir dans des projets partout dans le monde. Ces 5 dernières années, on parle de 840 millions de dollars de projets d'énergie renouvelable financés par les Émirats dans 25 pays. Masdar a déjà investi 600 millions de dollars dans la plus grande centrale solaire du monde, à l'ouest d'Abu Dhabi. Et les Émirats devraient investir 35 milliards de dollars d'ici 2020, dont 20 milliards dans la construction d'une centrale nucléaire. Malpasse, à la frontière entre Haïti et la République dominicaine. Point névralgique du commerce et du transport entre les deux pays, qui voit arriver depuis quelques mois un afflux de réfugiés haïtiens. Car ici, comme aux 4 autres postes frontières officiels du pays, ils sont expulsés par dizaines, presque quotidiennement. Ils ne veulent pas qu'on prenne quoi que ce soit. Je n'ai pu prendre que ces vêtements. Je parlais avec le passeur devant chez lui. Les gens d'immigration sont passés et ils m'ont embarqué. Le passeur a voulu me donner de l'argent, mais ils ont refusé. Ils m'ont emporté. Après une décision controversée voulant retirer aux enfants d'immigrés haïtiens leur citoyenneté dominicaine, le gouvernement leur a finalement permis de demander la naturalisation. Quant aux Haïtiens immigrés dans le pays, ils ont eu jusqu'au 17 juin dernier pour régulariser leur situation. Aujourd'hui, ils sont 35 à être expulsés, mais au total, ils sont près de 500 000 à risquer d'être renvoyés en Haïti. La majorité de ces expulsés laissent derrière eux leurs enfants, leurs conjoints. Ils séparent ces familles.
En tant que militants des droits humains, nous considérons ça comme un crime contre l'humanité. Même si ces gens sont vulnérables et en situation difficile, ils sont avant tout des êtres humains. Mais avant tout, ils sont êtres humains, ils ont tout droit. Plus au sud, au poste frontière d'Ansapitre, plus de 2500 expulsés s'entassent dans 6 camps de réfugiés. Les conditions de vie sommaires ont même poussé le gouvernement haïtien et des ONG locales à organiser des visites médicales. De retour à Malpasse, les nouveaux arrivants sont recensés au bureau de l'immigration. Mais la plupart d'entre eux n'ont nulle part où aller. Je ne sais pas où ils vont m'amener et ce qu'ils vont faire de moi. Ce sont eux qui savent. Après tout, ce sont eux qui m'ont expulsé. Après une élection présidentielle conduite dans le calme et marquée par une participation en hausse, le pays a fait un pas vers la fin d'une longue crise politique. Mais pour le futur gouvernement, la question migratoire pourrait bien passer derrière les intérêts économiques que représente la République dominicaine.